Bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Allô, allô. Hey. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Mon nom est Tiana Lee. Je représente la Maison du développement durable. On est heureux de vous accueillir aujourd'hui à la Maison du développement durable pour l'événement Quelle agriculture pour une alimentation durable faisant partie de notre programmation offerte grâce à la contribution d'Hydro-Québec. Vous pouvez visiter notre site Web pour avoir accès à notre programmation complète et vous abonner à notre infolettre afin de rester à l'affût des annonces et des événements à venir. Sans plus tarder, je cède la parole à Nathalie Berthélémy, directrice de CADET, qui est le Centre d'accompagnement vers une durabilité économique territoriale, qui animera le panel de ce soir. Nous nous retrouverons pour une période de questions vers la fin du panel. Bon événement. Oui, bonsoir à tous. Donc, nous sommes, ça va? Marche. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour notre panel Quelle agriculture pour une alimentation durable? Donc, comme probablement plusieurs d'entre vous le savez déjà, le modèle dominant de production alimentaire a des impacts très importants en environnement. Donc, c'est un contributeur des gaz à effet de serre au niveau planétaire à hauteur de 30%. C'est la principale raison pour laquelle on a des pertes de biodiversité au niveau de la planète. Et aussi avec l'épandage d'engrais azotés et autres pesticides et compagnie, on a vraiment un impact d'écosystème qui est très déterminant. Également, ce qui se passe actuellement dans nos sols, c'est vraiment une perte très forte de notre fertilité. Et il nous faut 1000 ans pour arriver à fertiliser 3 cm de sol. Et actuellement, avec la façon dont on dégrade nos sols avec le modèle agricole actuel, on aurait pour 60 ans à dégrader l'entièreté des sols de la planète. Donc, il devient urgent de changer de modèle. Et donc, c'est la FAO qui nous a sorti ces chiffres-là, que cette dégradation à ce rythme-là nous ferait faire en sorte qu'il n'y aurait plus de sol agricole en 60 ans. Donc, le domaine agricole, comme le domaine du transport, ce sont des domaines où il faut absolument trouver des solutions pour changer de modèle et répondre aux enjeux de la crise climatique, de la biodiversité, de la santé et de la justice sociale. Et dans ce contexte, le gouvernement québécois, lui, il soutient un modèle d'agrobusiness avec le développement de la robotisation et de l'informatisation des fermes. Et puis, par exemple, il soutient des structures comme la nouvelle zone AgTech de l'Assomption. Donc, ce soir, l'Assomption en transition, en collaboration avec la Maison du développement durable, sont fiers d'accueillir 3 experts de l'agriculture durable pour faire le point sur les pratiques actuelles et discuter des solutions pour une agriculture plus respectueuse de la santé des populations et des écosystèmes et du bien-être des agriculteurs et des communautés. Alors, ce soir, on voudrait commencer par accueillir Louise Moran. Donc, Louise Moran est chercheure en éducation. Elle est enseignante et chargée de cours retraitée. Elle s'implique depuis de très nombreuses années au sein de plusieurs organisations qui militent pour une véritable transition socio-écologique, dont le regroupement Vigilance Énergie Québec et l'Assomption en transition. Et sa présentation sera sur que sont les AgTech et quels sont leurs impacts sur les systèmes agricoles au Québec et dans le monde. Les nouvelles technologies représentent-elles, comme le veut le discours des promoteurs, l'agriculture de l'avenir? Notre deuxième panéliste, je vous le présente tout de suite. Donc, c'est Maxime Laplante. Donc, Maxime Laplante est producteur céréalier biologique. Il a été président et cofondateur de l'Union paysanne, une organisation dédiée à la promotion des souverainetés alimentaires adaptées au territoire. Et avant cela, il a fondé le Centre paysan, dont la mission était d'organiser des formations agricoles et de produire de la documentation. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et mémoires sur l'organisation du monde paysan.
Et parallèlement à ces engagements, il a aussi été enseignant en mathématiques, en informatique et en production laitière et agronome. Voilà. Donc, en 2022, il a rejoint les rangs de l'Institut Jean Garon, l'organisation qui veut faire un espace de discussion et de vulgarisation sur les grands enjeux agroalimentaires du Québec. Et aussi, il est père de 5 adultes. Donc, sa présentation sera sur comment concilier les technologies et l'agriculture durable. Quelles sont les conditions à respecter et quels sont les risques? L'utilisation des technologies ne va pas toujours de pair avec l'amélioration de la situation des agriculteurs. Un aperçu historique permettra de mettre en perspective la tendance actuelle de la part de l'industrie et du gouvernement à promouvoir une nouvelle vague de technologies, qu'il s'agisse de robotisation, d'informatisation ou d'agriculture de précision. Et enfin, nous aurons Pascal Priori, qui est cofondateur et membre du conseil d'administration des victimes des pesticides du Québec. Il a une maîtrise en sciences, diplômé en environnement et en sciences politiques. Il s'est spécialisé sur les pesticides et leurs impacts sanitaires et environnementaux, notamment à travers son implication dans le milieu communautaire depuis plus de 10 ans. Il est auteur de plusieurs mémoires sur les pesticides. Il a également collaboré avec le CREPA, qui est le collectif de recherche éco-santé sur les pesticides, les politiques et les alternatives. Et sa présentation sera sur les impacts des pesticides sur la santé humaine et environnementale. Alors, sans plus attendre, j'invite Louise Morand. Donc, chaque panéliste aura une vingtaine de minutes et puis je les préviendrai quand il en restera 3. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. Alors, merci à la Maison du développement durable. Merci à vous d'être là. Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à la lutte au changement climatique et la transition socio-écologique. C'est pour accélérer les transformations dans notre milieu de vie que j'ai participé à la création avec d'autres d'une OBNL nommée l'Assomption en transition, qui est dédiée à la transition socio-écologique. Et l'agriculture est un secteur important de la transition. Donc, j'ai été très intéressée lorsque le maire de l'Assomption et préfet de la MRC, M. Sébastien Nadeau, a annoncé la création d'une nouvelle zone industrielle sur le territoire de la municipalité euh, dédiée aux nouvelles technologies agricoles, la zone AgTech. C'est moi qui ai les diapos. Hein? Voilà. Alors, M. Nadeau en parlait avec tellement d'enthousiasme. C'était un projet qui serait la nouvelle Silicon Valley du Québec et qui permettrait aux citoyens de rénover leur maison et à leurs enfants de devenir propriétaires. Ça apporterait la richesse à tout le monde. Et puis, alors, c'est plus de 1 million de pieds carrés avec des serres sur les toits dédiés aux technologies innovantes et des champs expérimentaux, donc dédiés à l'innovation. En lisant les communiqués de la zone AgTech, j'ai malheureusement pu réaliser que ce projet n'avait pas grand-chose à voir avec les recommandations des experts pour une agriculture durable. Les startups sélectionnées font entrevoir que la sériculture intensive, robotisée, la robotisation et l'informatisation des fermes sont au cœur de ce projet. Alors, je me suis demandé en quoi est-ce que ces orientations sont cohérentes avec les transformations que nous devons apporter pour décarboner l'agriculture et parvenir à l'autonomie et la sécurité alimentaire dont nous avons besoin en contexte de crise climatique et environnementale. Donc, pour approfondir le sujet, j'ai consulté plusieurs études sur les technologies AgTech. 3 sources me semblent particulièrement éclairantes. Le livre de Hélène Torgman intitulé « La croissance verte contre la nature ». Hélène Torgman est chargée de conférences à la Sorbonne. C'est une économiste. Il y a le rapport de ETC Group. ETC Group, c'est un groupe qui surveille l'impact des technologies émergentes et des stratégies des entreprises sur la biodiversité, l'agriculture et les droits humains. Et puis, il y a le rapport de IPES Food. C'est le IPES, c'est le groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables en français. C'est un groupe de réflexion d'experts qui œuvrent en faveur de l'alimentation
durable des systèmes alimentaires à travers le monde. Donc, ce sont les conclusions de ces études que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Il était possible d'aller à fond sur tous les sujets. C'est vraiment complexe et puis il y a tellement d'enjeux. Je vais essayer de faire un survol rapide et puis en faisant ressortir les points qui me semblent les plus importants. Donc, je m'excuse à l'avance là, de l'avalanche d'informations. Je vais essayer de m'en tenir à mon texte pour ne pas déborder du temps. Et, on pourra, j'espère, approfondir encore après le panel. Donc, depuis les années 2000, là, je recule. OK. Depuis les années 2000, on assiste à une révolution technoscientifique sans précédent qui touche plusieurs secteurs des activités humaines, dont l'agriculture. La particule techno est ici importante parce que la science est entièrement dévolue à la technique. Les nouvelles technologies agricoles proviennent de ce qu'on appelle la convergence NBIC appliquée à l'agriculture. Alors, N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour sciences de l'information et C pour sciences de la cognition. Donc, ça draine énormément d'argent. Il y a une pression pour produire rapidement, pour mettre en marché rapidement des nouveaux produits. Il faut que ça aille vite. Les deux grands piliers de cette convergence technoscientifique en agriculture, c'est les biotechnologies et l'agriculture de précision. On peut ajouter un troisième facteur, un troisième secteur en progression qu'on appelle la FinTech, la technologie financière. Les entreprises agricoles qui adhèrent à ces services peuvent effectuer à peu près toutes leurs opérations commerciales au moyen d'outils électroniques grâce aux crypto-monnaies et aux chaînes de blocs. Donc, c'est depuis l'achat des semences, des intrants, la mise en marché, la vente, la distribution des produits, les paiements en monnaie virtuelle. Donc, la FinTech pose des enjeux sérieux en matière d'éthique et de sécurité, mais je ne vais pas développer ce point-là aujourd'hui. Pour ce qui est des biotechnologies, c'est vers le milieu des années 1990 qu'on assistait à la révolution des OGM. Au départ, ça concernait essentiellement les semences transformées génétiquement pour être résistantes aux pesticides ou qui possèdent un pesticide intrinsèque, ou les deux. Donc, les semences BT, c'est celles qui avaient un pesticide, un insecticide intrinsèque, endogène. Pour mousser la vente de leurs produits, les producteurs d'OGM ont prétendu qu'ils aidaient à nourrir le monde. Mais en fait, 99 de ces semences OGM sont encore aujourd'hui destinées aux textiles, aux agrocarburants et à l'alimentation du bétail. Par contre, elles continuent aussi de détruire les pollinisateurs et de polluer les sols. Donc, au début des années 2000, on a assisté à une nouvelle vague, un nouvel essor de biologie de synthèse. C'est un développement qui comprend plusieurs branches de nouvelles techniques de manipulation génétique. Il est question de réingénierie de la vie. On crée en laboratoire des nouveaux codes génétiques qui produisent des nouveaux organismes, des microbes, des levures, des champignons, des insectes, des algues synthétiques, mais aussi des cochons et des fruits et légumes transformés. On parle de produire des semences augmentées pour améliorer la photosynthèse, par exemple, créer de l'ADN augmenté. Les scientifiques sont très inquiets du fait que des êtres vivants qui n'ont jamais existé dans la nature, qui ne sont pas le résultat de l'évolution naturelle, soient relâchés dans l'environnement. Il y a plusieurs enjeux économiques, éthiques et de santé publique et environnementale très importants liés à cette biologie de synthèse. Mais on n'aura pas le temps. On aura peut-être le temps d'y revenir après le panel, mais ce soir, je ne vais pas élaborer davantage là-dessus. Je dirais tout simplement que c'est des choses qui coûtent excessivement cher, c'est ultra technique, c'est destiné à l'exportation et ça relève d'une vision très partielle et à court terme des systèmes alimentaires, en plus d'être très peu réglementés. Donc, je sais qu'il y a un programme de production de mycorhizes dans la zone AgTech à l'Assomption, mais je n'ai pas les détails. J'aborderai plus particulièrement ce soir l'agriculture de précision. Avec l'expansion de l'agriculture industrielle, on a coupé les arbres et les haies des terres agricoles pour obtenir des parcelles plus grandes en monoculture. Il en a résulté que les conditions pédoclimatiques, c'est-à-dire les conditions au sol
de l'environnement des plantes sont devenus moins homogènes d'un endroit à l'autre du champ. Les besoins en eau, en nutriments, en pesticides peuvent varier sur une même parcelle, d'où les nouvelles technologies apparues au tournant des années 2000 visant à mieux doser la quantité des intrants agricoles et mieux adapter les interventions sur le terrain. C'est pourquoi on parle d'agriculture de précision. Un des principaux arguments pour convaincre les agriculteurs d'acheter les nouveaux robots et outils électroniques de l'agriculture de précision, c'est qu'ils permettent d'utiliser moins d'eau, moins de pesticides, moins d'engrais chimiques. Les promoteurs parlent également de solutions pour contrer les pénuries de main-d'œuvre. On vante les technologies de guidage GPS et de drones qui peuvent réduire le compactage des sols et réduire les émissions de gaz à effet de serre sur la ferme, les consommations d'hydrocarbures sur la ferme. En général, le discours de l'industrie consiste à dire que les robots vont permettre aux agriculteurs de produire plus, d'être plus efficaces, plus tranquilles, plus verts, et même que les nouvelles technologies vont nous permettre de lutter contre la crise climatique. C'est ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Toute la robotique AgTech repose sur la collecte et le traitement de données. Ce sont des données de toutes sortes, des prévisions météorologiques, la teneur des sols en eau et en minéraux essentiels, les données sur le degré de maturation des plantes, la teneur en chlorophylle, la présence de maladies et de ravageurs, les espèces cultivées, la présence d'espèces indésirables, la position des fruits sur les plantes, la cartographie du territoire, etc. Ces données proviennent de l'imagerie satellitaire, des drones, des capteurs installés dans les champs et sur les robots, des banques de données publiques, des tablettes chargées dans les tracteurs. Les données sont traitées par des algorithmes propriétaires développés par les grandes multinationales comme Syngenta, Bayer, Microsoft, Alphabet, la maison mère de Google, et Amazon. Les trois dernières possèdent 66% du marché des services de l'Internet nuagique. Il y a aussi TELUS Agriculture and Consumer Goods qui s'intéresse aux données du monde agricole. Ce que j'aimerais surtout mettre en lumière aujourd'hui, c'est ce dont on ne parle jamais, les producteurs de technologies AgTech ne parlent jamais. C'est tout ce qui concerne les infrastructures matérielles nécessaires pour produire et faire fonctionner ces nouveaux objets et leurs impacts sur l'environnement, la santé et le climat. On parle d'antennes 5G pour l'Internet nuagique et l'Internet des objets. Ces technologies est encore très controversée. D'une part, parce que les impacts sur la santé du brouillard électromagnétique qu'elle crée ne sont pas bien connus. Il y a des impacts avérés sur les animaux de laboratoire, mais il n'y a pas eu d'études sur les humains. Aussi parce que la longueur du relais de signal 5G est plus court que celui des systèmes antérieurs et qu'il est facilement entravé par la présence d'arbres et de toute autre structure entre les tours. Il faut donc multiplier les tours et raser ce qui se trouve sur le chemin, ce qui dégrade les écosystèmes. Tout le matériel électronique des robots requiert des métaux, donc beaucoup de terres rares. Des robots qui portent bien leur nom, des métaux qui portent bien leur nom parce qu'ils sont rares en effet. Donc, la multiplication de ces objets sophistiqués repose sur davantage d'industries minières, qui sont destructeurs des écosystèmes, qui créent énormément de gaz à effet de serre. Le traitement des données des robots et de l'informatique nuagique requiert la multiplication des centres de traitement de données qui consomment des quantités immenses de minéraux pour les câblages et les machines, ce qui accentue encore la pression extractiviste. Il requiert également des quantités gigantesques d'eau pour le refroidissement des serveurs. Selon un rapport de ETC Group, un centre de traitement de données typique abrite plusieurs milliers de serveurs qui peuvent utiliser chaque jour de 11 à 19 millions de litres d'eau, soit l'équivalent de l'usage quotidien en eau d'une ville de 30 à 50 000 personnes. Les besoins en énergie sont tout aussi démesurés, ce qui pousse les grandes compagnies du numérique à investir dans le nucléaire. L'expert en management des systèmes d'information, Marc Bidan, résume bien le constat. Le numérique est une industrie lourde. Alors, j'ai ici une petite citation qui vient montrer à quelle sorte de bulle technologique nous avons affaire. Jim Thomas, un spécialiste des nouvelles technologies, écrit
L'infrastructure planétaire de transport, de stockage et de traitement des données est déjà la plus grande machine que le monde ait jamais connue et elle se développe à une vitesse inimaginable. En 2018, l'industrie posait des câbles à fibre optique à une vitesse de 57 077 km par heure, soit près de 50 fois la vitesse du son. La production des puces de silicium destinées aux 130 nouveaux appareils numériques ajoutés chaque seconde à l'Internet des objets consomme de petits océans d'eau, des vastes quantités de gaz et de produits chimiques toxiques et suffisamment d'énergie pour alimenter des pays entiers. Pourtant, le silicium lui-même semble voué à s'épuiser d'ici 2040. Donc, ça signifie que même nos enfants ne pourront pas bénéficier de ce que nous construisons présentement. Les experts des technologies disent que ce n'est pas la technologie en soi ou son mode d'utilisation qui est nuisible, mais c'est son modèle d'affaires. Par exemple, la machine à vapeur n'est pas nuisible en soi, mais c'est tout l'entourage capitaliste, le modèle d'affaires capitaliste du travail déshumanisant en usine qui a été mis en place autour de la machine à vapeur qui crée les dégâts. Donc, le modèle d'affaires des nouvelles technologies agricoles est essentiellement à l'avantage des institutions financières et des grandes multinationales de l'agriculture et du numérique. Il y a de plus en plus de convergence entre les deux secteurs. Les industries du numérique investissent dans celles de l'agriculture et vice-versa. Le modèle d'affaires vise à optimiser la vente de produits qui génèrent l'acquisition et le traitement de données, ce qu'on appelle du data mining. Les spécialistes de l'industrie agtech qualifient le modèle d'affaires des agtech de néocolonialisme capitaliste, extractivisme et techno-féodalisme. Les impacts du modèle d'affaires, un agriculteur qui décide de robotiser sa ferme achète à très fort prix une panoplie d'outils et de forfaits qui va le priver de son autonomie, de ses compétences, de sa liberté d'entreprendre. Il doit se soumettre au conseil technique de l'entreprise multinationale avec qui il fait affaire. Le choix des semences et des intrants sont déterminés selon la compatibilité avec les technologies utilisées, les outils électroniques, la plateforme numérique. Les pratiques agricoles doivent être compatibles avec les conseils techniques, quand et quoi semer, quand et comment fertiliser et appliquer des pesticides qu'on appelle maintenant des phytosolutions, quand et comment récolter, etc. Alors, l'agriculture devient un consommateur piégé et il lui est très difficile, voire impossible, de modifier son modèle d'affaires. Les savoirs agricoles transmis entre les générations se perdent. Il y a des enjeux concernant la réparation des équipements. L'agriculteur n'est pas propriétaire des données de sa ferme. Elles appartiennent aux big tech de traitement de données qui n'ont de compte à rendre à personne. Les données peuvent être partagées et vendues à des compagnies qui pourront proposer aux agriculteurs des produits et des services. Les informations sur la qualité des sols peuvent être acheminées à des agences environnementales, mais aussi à des fonds de couverture, des hedge funds, qui pourront savoir où se trouvent les bonnes terres et éventuellement les acquérir pour la spéculation. Les impacts généraux de tout ça, c'est la perpétuation d'un modèle extractiviste d'exploitation de la nature. Et ça, c'est dramatique à notre époque de crise environnementale et d'épuisement des ressources minérales. La spécialiste des nouvelles technologies, Célia Izoard, comme plusieurs autres experts, a lancé une alerte. Il faut se sevrer de notre besoin en métaux. Elle écrit avec les orientations actuelles, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, il faudrait produire en 20 ans autant de métaux qu'on en a extraits depuis le début de l'humanité. Le virage vers la robotisation et la numérisation de l'agriculture n'est pas soutenable. Non seulement l'industrie minière est l'industrie la plus polluante au monde, mais on peut s'attendre à des problèmes d'approvisionnement, ce qui accentue les tensions géopolitiques, comme on peut déjà le constater. L'endettement et la perte d'autonomie et de savoir-faire intergénérationnel qui est vécu au niveau individuel par les agriculteurs s'augmente de la dévitalisation et la perte d'autonomie alimentaire des territoires au niveau des communautés. En plus de l'exode des travailleurs agricoles, le modèle d'affaires agtech élimine les intermédiaires, comme les vendeurs d'aliments, ou il favorise des nouveaux intermédiaires dans les marchés locaux. La production alimentaire devient soumise à la logique des marchés mondialisés,
Un agriculteur peut être amené à produire aussi bien pour l'industrie des cosmétiques ou l'industrie pharmaceutique ou encore pour le marché de la bourse du carbone. Donc, on n'est plus dans une logique d'autonomie et de sécurité alimentaire. Les technologies agtech perpétuent et amplifient le modèle agro-industriel destructeur. Il faut encore utiliser des intrants chimiques sur les terres agricoles, toujours plus grandes, pour rentabiliser la technologie. Il faut des champs toujours plus uniformes pour répondre aux capacités des robots. On crée de plus en plus des déserts verts. Donc, la révolution agtech marque la mainmise du grand capital sur le monde agricole avec l'appropriation des communs, l'évasion fiscale. Elle ne réduit pas les gaz à effet de serre ni la perte de biodiversité. Et il y aurait encore beaucoup à dire sur ce qui fait qu'on en est rendu là. Mais il faut conclure. Donc, tous les scientifiques experts de la transition socio-écologique en agriculture soutiennent que l'avenir de l'agriculture réside dans l'agroécologie. Faris Ahmed en donne la définition. L'agroécologie, c'est d'abord et avant tout des relations profondes entre les personnes, les communautés, la nature et la terre. Il existe plusieurs solutions intelligentes pour favoriser la sécurité et l'autonomie alimentaire en protégeant la fertilité et la biodiversité des sols et sans devenir dépendant d'outils électroniques et connectés des firmes multinationales. Des solutions, par exemple, agriculture biologique de proximité, agriculture régénérative, transformation, conservation, distribution, vente et entreposage par des entreprises locales des produits alimentaires locaux, agriculture hivernale dans des serres froides, agroforesterie, réseau de proximité, modèle d'affaires coopératif, diversification des fonctions de la ferme. Les agriculteurs sont des entrepreneurs ingénieux, innovateurs et observateurs. Excusez. Et ce ne sont pas les solutions qui manquent. Mais les experts de la transition en agriculture sont assez unanimes pour dire que pour transformer le modèle agricole dominant actuel vers une agriculture axée vers l'autonomie et la sécurité alimentaire, eh bien, il va falloir une mobilisation et une collaboration large de plusieurs groupes de la société civile autour d'objectifs précis pour déboulonner le discours solutionniste des agtech et amener les décideurs à rediriger les flux financiers vers les vraies solutions. Donc, j'espère que on aura l'occasion d'y réfléchir au cours de cette rencontre. Et pour finir sur une note positive, je dirais que l'annonce que l'Université Laval a créé un programme de maîtrise en agroécologie. Et merci à Denise Proulx qui m'a transmis l'information et merci à vous. Je peux décrocher ça. Donc, oui, est-ce que je peux descendre ou il n'y a quand même pas 400 personnes? Donc, oui, effectivement, je suis agriculteur et la question que je vais avoir toujours en tête avec vous, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on s'embarque là-dedans? Il y a le pourquoi que l'agriculteur qu'elle va répondre. Oui, comme ça? Parfait. Merci, Francis. Donc, pourquoi est-ce que l'agriculteur embarque là-dedans? Pourquoi est-ce que l'État embarque là-dedans? Et pourquoi est-ce que l'industrie embarque là-dedans? Ben, je pense que Louise a bien fait la démonstration du pourquoi de l'industrie. Ça a l'air d'être payant. Bon, moi, je réponds aux deux autres questions. En tant qu'agriculteur, bon, je fais des céréales biologiques, ben, céréales au sens large. Là. Des fois, il y a du soya aussi au travers, puis le soya n'est pas une céréale. Bon. Et je vous annonce que je ne suis pas contre les technologies. J'ai moi-même, non pas une, non pas deux, non pas trois, j'ai 4 moissonneuses-batteuses. Et pourtant, je suis un minuscule producteur. Je n'ai même pas de terre à moi, je suis en location. Et les 4 au total m'ont coûté ensemble moins de 9 000 $. Donc, je vous fais grâce du temps que j'ai passé à ressouder, réparer, changer des courroies, des poulies, des chaînes, etc., pour les maintenir en opération. Je peux vous dire aussi qu'il n'y a pas d'électronique dedans. Mais donc, je ne suis pas contre les technologies. Moi-même, je réfléchis, est-ce que cet hiver, je vais me fabriquer un nouveau sarcleur parce que j'ai eu des graves problèmes de mauvaises herbes de l'été dernier. Bon. Donc, je suis ouvert à avoir des technologies, mais pourquoi est-ce qu'on s'embarquerait là-dedans en tant que société? Donc, pour passer à mes diapos, c'est le bouton vert.
Ça va? Oui. J'ai eu 2024, c'était bien ça? Oui, parfait. Merci. Donc, premièrement, on va regarder brièvement une historique au Canada. Ça, les données me viennent du National Farmers Union, donc c'est la grande association agricole à la grandeur du pays, sauf au Québec. Au Québec, bien évidemment, il y a un monopole qui est celui de l'UPA. Donc, on remonte jusqu'au début des années 40 dans le graphique et vous avez évidemment en bleu la croissance du revenu brut, du chiffre d'affaires des entreprises qui a augmenté. Bien là, je pense que j'apprends rien à qui que ce soit. Mais en rouge, vous avez le revenu net. Fait que là, évidemment, on voit que ça baisse. Puis on marque qu'à partir de 1985, pas loin de 90, le revenu net est dans le rouge. Il est en bas de la ligne de flottaison. Hein. Bon, il y a des petites remontées là, à la fin des années 90, mais après ça, ça redescend. OK, on regardera les données encore plus récentes parce que la dernière donnée là-dessus date de 2005, mais on verra tout à l'heure si ça s'est amélioré. Mais on va regarder également en lien avec l'apparition des agrotechnologies. Là, ce n'est pas moi qui pose là-dessus. Merci. Donc là, ce que le National Farmers Union a fait, c'est qu'ils ont mis ça en perspective avec l'utilisation des grandes technologies agricoles. Donc, si on remonte aux années 40, là, vous avez les tracteurs et les combines, là, c'est des moissonneuses-batteuses. Bon. Après ça, vous avez eu l'électrification des fermes. Vous avez ensuite les fertilisants chimiques, vous avez les herbicides, pesticides, etc. Vous avez les 4 roues motrices de tracteurs, vous avez le drainage souterrain, vous avez les OGM, les GPS à la fin des années 80. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois que vous mettez en place une nouvelle technologie, le revenu brut augmente et le revenu net diminue parce qu'il faut bien payer la patente. Lorsqu'on s'embarque dans un tracteur à 4 roues motrices, alors qu'on avait des chevaux avant ou un petit tracteur, bien, il y a une dépense accrue qui va avec ça. Et évidemment, bien, il faut la financer parce que le revenu de la ferme ne sera pas suffisant en un an pour payer la machine. Donc, on s'endette de façon supplémentaire et le Québec est actuellement la province la plus endettée au Canada en matière agricole. Tableau suivant. On peut se demander, si le revenu net est dans le rouge, comment on fait pour maintenir des fermes en opération? Et là, les données que vous avez assez récentes, 2018-2019, Statistique Canada, donc je cite mes sources, et qui indiquent que vous avez 3 colonnes là-dedans. La première en pâle, c'est le revenu net réalisé. La deuxième colonne, ce sont les paiements. Et la troisième, évidemment, ce sont les chiffres d'affaires de l'entreprise. Et ce qu'on remarque, 2018, vous avez une égalité entre le revenu net et le soutien gouvernemental. Autrement dit, si vous enlevez le soutien gouvernemental, le revenu net, il tombe à 0. Et en 2019, le soutien gouvernemental, les paiements directs, dépassent le revenu net. Donc, la conclusion, si on enlève le soutien gouvernemental, que se passe-t-il avec les fermes? Bien, le revenu net est dans le rouge. Donc, ça va disparaître. Est-ce qu'on a amélioré les choses? Là, vous avez maintenant, j'avais encerclé des trucs, mais je pense qu'ils n'apparaissent pas. Bon, ça, les données sont extrêmement récentes. 2024, j'ai eu ça au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Donc, Statistique Canada émet les données pour l'année précédente, 2023. Là, j'attire votre attention en particulier sur, je ne sais pas si j'ai un pointeur là-dessus, j'attire votre attention sur le fait que vous avez, entre autres, pour l'année 2022 au départ, première colonne, regardez surtout les paiements de programme, vous avez 687 millions de dollars, le revenu net, 959 millions. Donc, OK, pour cette année-là, on dirait que le revenu net est un petit peu supérieur au paiement des programmes. Mais ça ne couvre pas les dépenses pour le maintien du ministère de l'Agriculture. D'accord? C'est juste les paiements directement donnés à la ferme. 2023, vous avez, pour un revenu net de 487 millions de dollars, vous avez un soutien gouvernemental de 1,1 milliard. Et si vous faites le rapport entre les deux, 226 du revenu net provient de l'État. Enlevez le soutien de l'État et il n'y a plus de revenu net. Les fermes sont dans le rouge de façon peut-être pas systématique, mais systémique. Et vous avez les prévisions pour 2024, on est dedans.
Revenu net total, dernière donnée en bas à droite, 66 millions. Ça, c'est pour la totalité de toutes les fermes du Québec. Et vous avez un soutien gouvernemental de 760 millions. Qu'arrive-t-il donc si on supprime les subventions? Il n'y en a plus d'agriculture. Et on peut se demander, donc, en tant qu'entrepreneur agricole, quel est l'intérêt de m'embarquer dans des technologies coûteuses si, de toute façon, je deviens totalement dépendant de subventions gouvernementales par la suite? Et là, est-ce qu'on peut regarder maintenant, oui, on peut regarder également maintenant qu'est-ce qui se passe dans les autres provinces. Là, je vous ai ressorti les données concernant les provinces qui font plus d'agriculture. Donc, évidemment, il y a certaines provinces maritimes qui ont des faibles volumes agricoles. Je ne les ai pas mises dans le tableau. Mais prenons la première colonne, celle du Québec. Donc, vous avez encore là les recettes monétaires. Ce qui est en bleu, c'est le chiffre d'affaires. Donc, c'est la colonne la plus élevée, c'est assez clair. La deuxième, ce sont les paiements gouvernementaux, subventions. Et la dernière, revenu net. Les données encore là sont relativement récentes. Ça venait du vérificateur général du Québec. Et vous avez donc, dès 2008, 2007-2008, vous avez la constatation que, encore là, les subventions dépassent le revenu net. Et si vous regardez, laissons faire des autres provinces, mais j'attire votre attention, entre autres, sur la Saskatchewan. C'est en Saskatchewan que l'agriculture de précision, la robotisation, tout ce qui s'appelle le high-tech est le plus implanté à la grandeur du pays. Regardez la différence entre le soutien gouvernemental et le revenu net. Le revenu net est presque à zéro en partant et les subventions gouvernementales à 1,2 milliard. Donc, on peut se demander que resterait-il des grandes fermes de monoculture céréalière en Saskatchewan si on coupait les subventions. Le résultat final de tout ça, c'est que l'agriculture québécoise et canadienne est devenue largement dépendante de différents trucs. Machinerie. Toute la machinerie agricole au Québec, les tracteurs, c'est tout de l'importation. C'est du New Holland, c'est du Deutz, du Fendt, du Valmet, du Case, etc. Il n'y a rien de canadien. Il y a déjà eu Massey Ferguson, mais ce n'est plus le cas. Ils ne fabriquent plus pour nous autres de tracteurs de cette marque-là. Engrais chimiques, azote, phosphore, potasse. Les engrais azotés chimiques, là, je ne parle pas du fumier animal, je parle des engrais chimiques. Les engrais azotés pour l'Est du pays, c'est 600 000 tonnes par année. D'où est-ce que ça vient? De Russie. On finance la guerre de M. Poutine avec l'achat de nos engrais azotés pour l'agriculture de l'Est du pays, dont le Québec en bonne partie. La potasse, il n'y a qu'une seule mine de potasse au Canada, elle est en Saskatchewan. Le Québec n'a aucune ressource en potasse sur son territoire. Phosphore, il n'y a aucune mine de phosphore au Canada. Donc, le Québec est totalement dépendant de ses approvisionnements en engrais chimiques de l'étranger ou à la limite de Saskatchewan. Main-d'œuvre, 32 000 travailleurs agricoles et dans la transformation alimentaire pour 28 000 fermes. Et présentement, les agriculteurs prennent des cours d'espagnol pour être capables d'accueillir leurs travailleurs guatémaltèques et mexicains. Donc, encore là, dépendance face à la main-d'œuvre. Semences, nos semences OGM proviennent d'entreprises internationales à l'étranger. Subventions, je pense que la démonstration était assez claire. Donc, on peut se demander à quoi sert tout ça? Je reviens à ma question de départ. Pourquoi est-ce qu'on s'embarquerait dans des technologies qui nous rendent dépendants des subventions? Puis je ne fais pas exception. Là. Quand je dis ça, là, c'est pas, je ne vais pas lancer des pierres à gauche, à droite. Là. Je suis dans la même situation. Moi, si on m'enlève, je suis à petit volume, mais si on m'enlève les quelques subventions que j'ai, mon revenu net, il ne sera pas plus flamboyant que ce que je vous ai présenté. Là. Et c'est un peu malheureux parce qu'à ce moment-là, ben, les agriculteurs deviennent tranquilles parce qu'ils sont dépendants des subventions. Donc, il ne faudrait peut-être pas qu'ils choquent trop le gouvernement et qu'ils disent à un moment donné, ben, OK, on va couper les vivres puis arranger-vous avec. Et vous remarquerez que le discours de l'UPA, pour ceux qui suivent un peu les discours de Martin Caron, des prédécesseurs à l'UPA, depuis 50 ans, ce n'est que on veut plus de subventions. Il n'y a actuellement aucune espèce de remise en question de notre modèle agricole. Les seules demandes du monopole agricole au Québec, c'est donnez-nous plus de subventions, plus de subventions, plus de subventions. Bon, on verra pendant la période de questions si on discute des solutions. Maintenant, on fait quoi? En tout cas, en tant qu'agriculteur, je voulais au moins vous donner le point de vue économique de la chose.
Fait que je vais continuer à avoir, quand j'ai acheté mes tracteurs, c'était condition première, pas d'électronique. Je vais être capable de les réparer, je vais être capable de les ressouder, je vais être capable de réparer un ventilateur, je vais être capable de changer un pneu, je vais être capable de faire ceci et de ne pas courir après un représentant d'entreprise qui va me facturer 1 000 $ pour la petite séance un dimanche après-midi et que je deviens complètement dépendant, en plus des réparateurs et des consultants, etc. Fait que, c'est ma conclusion personnelle. Merci. Bonjour tout le monde. Merci. Donc, je vais continuer un peu le portrait des problèmes en agriculture, puis j'espère qu'on aura vraiment le temps de discuter ensuite dans la phase de questions et de débats. On a quand même le temps pour ça. Je vais attendre que ma présentation soit montée. Donc, nous, victimes des pesticides du Québec, concrètement, on accompagne des gens qui souffrent dans leur chair, littéralement, de l'impact de l'industrialisation de l'agriculture et en particulier de la question des pesticides. Donc, je vais vous parler de c'est quoi les risques pour la santé humaine des pesticides, comment les réduire, puis comment se mobiliser pour dépasser un petit peu les bloquants qu'on vit ensemble. Donc, ce que je disais, c'est à victime des pesticides, on accompagne les personnes, on informe sur les risques, puis on essaye de se mobiliser pour ne pas abandonner ces personnes à elles-mêmes et pour parler du problème de santé publique que représentent les pesticides et des solutions qui existent par rapport à ça. Puis, je vous invite à voir le lourd héritage des pesticides, qui est un reportage de Radio-Canada et de la Semaine verte, qui dépeint vraiment bien la problématique. Donc d'abord, quel type d'exposition aux pesticides et finalement, qu'est-ce qu'un pesticide? Un pesticide, c'est principalement trois choses. Ouais. Étymologiquement, c'est conçu pour tuer quelque chose de vivant, finalement. Enfin, étymologiquement, et pratiquement, un pesticide, ça vise à tuer du vivant. C'est composé d'herbicides, de fongicides, d'insecticides majoritairement. Donc, quand on dit pesticides, c'est le terme qui englobe tout. Comment on est exposé aux pesticides? D'abord et avant tout, les personnes qu'on accompagne le plus, c'est les expositions professionnelles. C'est-à-dire, c'est ceux qui manipulent, au premier rang duquel les agriculteurs, les travailleurs agricoles et tous ceux qui travaillent autour de la ferme. Il y a beaucoup d'autres types d'employés qui sont affichés à l'écran et beaucoup de professions qu'on ne soupçonne pas sont également exposées aux pesticides. Évidemment, il y a l'exposition des riverains, c'est-à-dire des voisins de zones agricoles. Puis c'est un enjeu émergent au Québec, mais qui est bien documenté dans d'autres pays, notamment en France, où il y a de plus en plus de mobilisation des riverains des zones agricoles qui constatent des problèmes de santé que leurs enfants, que leurs familles vivent liés à leur proximité directe avec des zones d'épandage de pesticides et d'utilisation de pesticides. Puis évidemment, tout le monde, nous sommes tous exposés, toutes et tous exposés aux pesticides à travers notre alimentation, évidemment, l'air que nous respirons et l'eau que nous consommons. Aujourd'hui, la contamination aux pesticides est dite ubiquitaire, c'est-à-dire qu'elle se retrouve partout sur la planète, même en Antarctique. Donc même à des endroits où on est loin de pouvoir utiliser des pesticides théoriquement, on retrouve des traces de pesticides. Donc voilà, il y a une exposition assez généralisée qui est problématique. Puis il y avait une étude en 2004, donc qui date déjà de 20 ans, et qui démontrait que 99% des urines d'enfants de 3 à 7 ans présentent des traces d'une catégorie de pesticides. Donc voilà, c'est assez massif et diffusé. Sur quoi on se base pour dire que les pesticides causent des problèmes sur la santé? En fait, on a eu la chance d'avoir une méta-analyse qui a été faite par l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, qui a compilé tous les documents scientifiques indépendants produits dans le monde et qui a permis de rassembler des études toxicologiques et épidémiologiques. Toxicologiques, c'est-à-dire les dangers des pesticides on va dire, sur l'environnement, sur la santé, dans des situations plus contrôlées. Et épidémiologique, c'est en observant sur un vaste échantillon de la population. Je vulgarise. Puis, qu'est-ce qu'on a trouvé, en fait? C'est que l'exposition professionnelle aux pesticides peut a un lien de présomption très fort
avec une quantité de maladies assez importante, donc, qui sont affichées. Donc, le lymphome non-Hodgkinien, le myélome, le cancer de la prostate, la maladie de Parkinson, les troubles cognitifs, des maladies respiratoires comme les bronchopneumopathies, bronchite chronique. Ça, c'est pour lesquels il n'y a aucun doute que l'exposition aux pesticides favorise l'apparition de ces maladies. De la même façon, il y a un niveau de certitude scientifique un peu plus faible avec l'Alzheimer, les troubles anxio-dépressifs, plusieurs cancers, de l'asthme et des pathologies thyroïdiennes. Comment ça fonctionne en fait? Pourquoi les pesticides créent ces maladies? Parce qu'ils vont agir principalement sur notre système nerveux, sur notre système sanguin, on va dire. Donc, il y a beaucoup de cancers associés au cancer du sang et sur nos hormones. Donc, c'est des perturbateurs endocriniens. Et donc, ça va créer donc, voilà, cette liste de maladies. Puis, évidemment, il y a d'autres maladies qui sont impliquées par les pesticides, mais pour lesquelles le degré de preuve est moins fort. Donc, ça ne veut pas dire que les pesticides ne créent pas de risque pour la santé. Ça veut juste dire que les preuves scientifiques disponibles sont moins fortes pour ça. Puis évidemment, pas évidemment, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le danger des pesticides est particulièrement grave pendant la grossesse et l'enfance. Puis, il y a une présomption forte de lien entre l'exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse et le risque de développement de plusieurs cancers, notamment des leucémies. Et je parlais tantôt de l'enjeu des riverains, puis voilà, ça a été démontré qu'il y a une présomption de risque en lien avec le développement de troubles cognitifs quand on habite à moins de 1,5 km d'une zone. Donc, c'est quand même très grand, 1,5 km. Et une présomption faible avec la maladie de Parkinson et troubles du spectre de l'autisme. Donc, il y a vraiment des enjeux où, en fait, on le sait, beaucoup de ces maladies sont émergentes, augmentent de façon significative, voire exponentielle dans les 30 dernières années ou plus. Et on peine à financer notre système de santé, à avoir des systèmes de santé qui répondent aux besoins sans véritablement s'adresser aux causes, notamment les pesticides. Euh, pour le dire autrement, par exemple, quand on travaille exposé aux pesticides, on a 70% de plus de chances de plus de développer la maladie de Parkinson et 41%, par exemple, de développer une augmentation, enfin un risque, un lymphome non-Hodgkinien, donc un type de cancer du sang. Donc ça, c'est le portrait. Hop, voilà. Et puis, dans le monde aussi, c'est un impact colossal. Nous, on parle évidemment des victimes de pesticides qui sont là au Québec, mais la majorité des victimes des pesticides, malheureusement, le sont en Asie du Sud-Est, en Afrique. Et ça reste vraiment massif et largement sous-documenté. Mais il est estimé qu'il y a environ 11 000 décès par an directement liés à des empoisonnements non intentionnels et malheureusement aussi entre 110 000 et 168 000 suicides provoqués par des pesticides. Donc, la mortalité liée aux pesticides est tellement bien connue que malheureusement, c'est un outil pour se donner la mort. La dangerosité. Donc, comment on fait pour agir? En fait, la première étape, et ça, c'est un graphique de la CENSST, c'est l'élimination à la source. Pourtant, aujourd'hui, les politiques et les mesures qui sont promues par le gouvernement en principal, en majorité, c'est la protection individuelle, qui est vraiment le dernier échelon nécessaire là, quand on est à risque. Et donc, c'est vraiment important, très important de se rappeler ça et de se dire quels moyens on se donne pour réduire à la source les pesticides. Et aujourd'hui, quand on fait le constat des programmes gouvernementaux, par exemple, de soutien aux agriculteurs et à l'agriculture en général, c'est très, enfin, voilà, pour ne pas dire inexistant. On subventionne davantage des modes de production industrielle dépendants aux pesticides qu'on encourage vraiment à s'en passer. Ensuite, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, on est dans une situation compliquée où les risques des pesticides sur la santé sont bien documentés, mais ça reste très difficile d'en parler. Puis, pourquoi on arrive dans cette situation où il y a des études scientifiques, mais il y a encore peu et pas assez de témoignages? Parce que d'une part, c'est difficile d'admettre d'être atteint d'une maladie. C'est difficile d'avoir accès à une information indépendante quand on sait que, par exemple, la majorité des agronomes qui conseillent à la ferme sont embauchés par ceux-là même qui vendent des pesticides. Et les agronomes, ça a été démontré, reçoivent un incitatif financier à vendre un maximum de pesticides. Je vais reprendre la présentation. Donc, c'est un vrai enjeu.
il y a une forte culpabilité aussi des producteurs, productrices qui se disent, ben, en fait, toute ma vie, on m'a dit que c'était la chose à faire. Puis finalement, je suis malade. Pourquoi, comment c'est arrivé là? Donc, ils préfèrent ne pas en parler. Puis, évidemment, il y a une responsabilisation des agriculteurs au détriment des producteurs, des fabricants de pesticides. Puis, il y a une pression sociale qui s'exerce aussi. Et nous, on l'a constaté, des témoignages assez poignants de personnes qui sont intimidées, qui se font dire: «Ah ben, si tu parles contre les pesticides, ça veut dire que tu es contre nous les agriculteurs», et cetera. Puis, donc voilà, il y a beaucoup de travail à faire pour amener une prise de conscience plus large. Au Canada, pourquoi les pesticides, on est dans un pays riche, donc soi-disant développé, donc pourquoi on est dans cette situation? Mais en fait, il faut savoir que le Canada est parmi les pays industrialisés les plus laxistes en matière de pesticides. Donc voilà, sur 460 ingrédients dits actifs de pesticides interdits dans le monde, il y en a seulement 29 qui étaient interdits. Puis aujourd'hui, on a des pesticides qui sont extrêmement dangereux, qui sont toujours autorisés à la vente au Canada. Et c'est un système d'homologation des pesticides qui est complètement défaillant, archaïque. On n'a pas vraiment de mots pour nommer l'incurie du gouvernement du Canada dans la réglementation des pesticides, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il se base essentiellement sur des études confidentielles fournies par l'industrie, qui ne sont toujours pas ou quasiment inaccessibles aux chercheurs indépendants. Parce qu'on utilise juste la mesure des manières actives. Donc, on parle toujours du glyphosate, par exemple, mais on ne parle jamais des autres produits, des autres coformulants dans le Roundup. Le glyphosate, c'est seulement à peu près 40% du Roundup. Mais les 60 autres pourcents, c'est des adjuvants, c'est des coformulants qui vont renforcer l'efficacité du glyphosate. Mais on évalue seulement la dangerosité de la manière dite active. On évacue complètement de l'analyse des pesticides les effets à long terme, et notamment des faibles doses. Donc, on oublie aussi que chaque pesticide, un producteur agricole, il ne va pas utiliser juste un pesticide dans sa vie. Chaque saison, il va en utiliser une trentaine de différents. Pourtant, on analyse chaque pesticide individuellement, comme si le producteur les utilisait dans des boîtes fermées. Il y a évidemment une absence de prise en compte des alternatives. Quand on homologue un pesticide, on fait confiance à l'industrie sur le fait qu'il y a besoin de ce produit. Mais jamais on se pose la question, mais est-ce qu'il y a vraiment un problème auquel il répond? Et comment on pourrait le résoudre autrement? Et est-ce que cette solution existe? Puis malheureusement, dans la majorité des cas, oui, d'autres solutions alternatives existent avant d'imposer une solution technologique. Puis, il n'y a pas de prise en compte finalement des conditions réelles d'utilisation. C'est pas vrai qu'un producteur agricole va s'habiller comme un chirurgien pour utiliser ces pesticides. Pourtant, selon les recommandations de l'étiquette que personne ne lit et qui sont illisibles, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, par exemple, hein, c'est des exemples évidemment. Mais donc, il y a vraiment des enjeux de déresponsabilisation sur les utilisateurs des pesticides. Puis, peut-on se passer des pesticides? Puis là, ça rejoint un petit peu je pense, la thématique plus globale de, ben, en fait, oui, on peut s'en passer. Puis, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, il y a beaucoup de documentation. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, la généralisation de l'agriculture biologique est possible si, à deux conditions, on réduit le gaspillage alimentaire. Bon, environ un tiers de la nourriture à l'échelle de la planète est gaspillée. Donc, il y a un vrai enjeu à travailler sur le gaspillage alimentaire. Et si on réduit le pourcentage de sol dédié aux cultures pour nourrir les animaux d'élevage. Et aujourd'hui, c'est faramineux, mais à chaque fois que je lis ce chiffre, j'en reviens pas, mais 70% des surfaces agricoles sont destinées à l'alimentation animale. Donc, il y a un vrai questionnement à se poser sur comment on oriente notre agriculture et pourquoi faire. Et aujourd'hui, par exemple, le Québec s'est spécialisé dans l'exportation du porc oui, dans d'autres pays, mais au détriment finalement des productions locales qui pourraient être faites ici. Voilà. Donc là, c'est une autre citation du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2017 qui dit: il est possible de produire sans produits chimiques toxiques ou avec une quantité minimale de tels produits des aliments plus sains, riches en éléments nutritifs, avec de meilleurs rendements sur le long terme, sans polluer, sans épuiser les ressources environnementales. Puis voilà, il faut juste avoir une vision d'ensemble sur le fait que les pesticides sont juste un symptôme finalement des problèmes de notre
modèle agricole et alimentaire. Et en fait, d'ailleurs, c'est frappant de se rappeler que dans les années 60, ce qui a initié ou ce qui a été souvent cité comme le marqueur des luttes écologistes, c'est le livre de Rachel Carson, Le printemps silencieux, qui parlait justement des risques des pesticides sur l'environnement et la santé. Mais force est de constater que, voilà, 60 ans après, même plus de 60 ans après, on n'en est toujours pas sorti. Donc c'est vraiment, voilà, les pesticides sont des produits pétroliers qui sont largement subventionnés, dans lequel on subventionne un modèle de production industrielle qui a des impacts multifactoriels. Et aujourd'hui, je vous ai beaucoup parlé des impacts sur la santé, mais il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur les autres impacts des pesticides. Pourquoi on en est arrivé là? Ben, ça a été dit, mais il y a une concentration de l'industrie, puis un lobbying très fort, très présent à tous les échelons. Et c'est très difficile de se défaire de cette pression du lobby agro-industriel. Il y a un système politique qui est captif aussi de certains intérêts en lien avec ce lobbying, puis qui ne veut pas bouleverser les choses, qui ne veut pas vraiment prendre le temps, un pas de recul pour savoir où on s'en va. Il y a un modèle de consommation à bas coût, puis souvent, on parle des enjeux agricoles en posant la responsabilité sur les consommateurs. Donc, on dit oui, mais manger bio, ça coûte plus cher. Oui, mais oui, mais en fait, ça coûte plus cher de manger sans pesticides parce que le coût des pesticides et de l'agriculture industrielle est exporté et payé par l'ensemble de la société. Donc, ce n'est pas vrai que c'est plus économique pour la société de favoriser un système d'alimentation industrielle. Puis en plus, voilà, pour plein de raisons qu'on pourrait faire. Mais voilà, ce système de consommation à bas coût est renforcé, légitimé, puis accroît la pression, la précarisation des gens qui produisent notre nourriture. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que la part de l'alimentation dans le budget des ménages au Québec ne fait que diminuer. Donc, on est prêt à investir davantage dans des voyages, dans des produits technologiques, dans des forfaits de téléphone, mais de moins en moins dans juste une alimentation qui va être saine pour nous, pour les consommateurs, mais aussi pour ceux et celles qui les produisent. Il y a aussi une course à la mondialisation des échanges, puis le Canada est vraiment champion là-dedans, où le Canada, dans les négociations commerciales, notamment par exemple avec le traité de libre-échange avec l'Union européenne, fait pression sur l'Union européenne pour réduire les réglementations des pesticides. Donc on se retrouve dans un système où tout le monde dénonce la concurrence internationale et tout le monde fait la course au moins-disant des normes pour surtout ne pas vivre de barrières concurrentielles ou ne pas être dans un système déséquilibré. Mais on est dans un système déséquilibré, malheureusement. Donc, l'enjeu, c'est de dire comment on régule ces échanges et comment on contrôle les produits qu'on importe pour mettre des normes et des standards qu'on devrait appliquer ici. Et ça, il y a vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus aussi. Puis, voilà, ça a été dit, mais il y a des verrouillages technologiques qui font en sorte que c'est très compliqué pour quelqu'un qui est endetté, qui a de l'équipement, qui a une surface, une superficie, à se dire, OK, demain, je vais faire autrement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de freins et il y a peu de solutions ou en tout cas de méthodes d'accompagnement des gens qui produisent. Donc, les solutions, elle est claire. Il faut une mobilisation sociale et politique et sur tous les fronts, dans le sens, je pense que c'est important. Puis là, on témoigne de différents types de mobilisation aujourd'hui, ce soir, à différents niveaux. Mais ce qui compte, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas une seule solution, puis que la solution, elle doit venir de la société civile. Elle ne peut pas venir des industries qui aujourd'hui font beaucoup de profits avec ce système, au détriment des générations futures, on va le dire simplement. Et elle ne peut pas venir aujourd'hui d'une partie, en tout cas, des producteurs qui sont pris à la gorge, en tout cas qui sont dans un système avec beaucoup de verrouillage, pas beaucoup de choix, puis des subventions agricoles qui soutiennent ce système et ce modèle-là. Donc, il y a vraiment une action aussi pour prendre en compte l'enjeu, la réalité agricole et accompagner collectivement la transition.
aujourd'hui, nous, ce qu'on dit souvent aux victimes des pesticides du Québec, c'est qu'il n'y a pas un agriculteur qui se lève le matin en se disant « Ah, super, je vais prendre des pesticides, c'est génial ». Je veux dire, tout le monde est conscient que ça coûte cher, que c'est dangereux, mais il y en a quand même beaucoup qui le font et qui croient fermement qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Évidemment, il faut changer le système alimentaire. On a parlé de beaucoup d'aspects, mais un aspect aussi qui est important à dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une concentration de la distribution alimentaire au Québec entre 5 acteurs, on va dire. Il y a Loblaws, c'est Provigo, il y a Sobeys, c'est ça, IGA, il y a Metro, Walmart, Costco. C'est à peu près ça, la distribution alimentaire au Québec. Ça fait en sorte que c'est très difficile de négocier des tarifs différents. C'est très difficile pour les producteurs d'avoir accès à un autre marché. Puis, il y a beaucoup de difficultés aussi à faire croître le réseau des fermiers de famille, le réseau de la distribution de proximité pour plein de raisons. Mais il y a vraiment besoin de ça. Oups. Donc voilà, regagner notre indépendance par rapport à l'industrie et surtout ne pas lâcher parce que ça ne va pas s'arrêter demain, malheureusement. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'on aurait des questions dans la salle suite à ce beau panel? Ou en ligne, oui, mais Satienne va me le dire, non? Je vais commencer par une question, du coup, pour lancer le débat. On a parlé de solutions un petit peu. Puis justement, en fait, c'est vrai que les agriculteurs sont très isolés face à ce modèle et tous ces agents qui leur disent quoi faire, avec des volumes financiers très, très importants, très peu finalement de façon de s'en sortir. Comment est-ce que vous voyez la façon dont les agriculteurs pourraient finalement s'extraire de cette question? Et puis une autre petite question en lien avec ça, ils subissent quand même aussi les dérèglements climatiques avec une météo beaucoup plus variable, plus de sécheresse ou plus d'inondations potentiellement, enfin des excès d'eau, de gel, etc., puis des variations de température. Donc, comment vous voyez les solutions? Je pense que les micros fonctionnent, oui. Oui, effectivement, je me pose la question depuis longtemps. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fondé l'Union paysanne à l'époque. Ça prend une démarche politique. Ce qui est étrange, c'est que le Québec dispose pourtant d'une situation extrêmement avantageuse en regard de tout ça. Bon, je vais juste mentionner une anecdote. Il y a un mois et demi, je participais à une présentation en Zoom avec un paquet d'agriculteurs sur le prix des céréales. Parce que moi, juste cette année, le prix votre alimentation a augmenté. Hein, le prix de l'épicerie, ça a grimpé. OK, bon. Moi, le prix que je reçois pour mes céréales, juste cette année, a chuté de 40 %. Mes dépenses ont explosé, vos dépenses augmentent, puis moi, je reçois moins pour ce qui me reste. Puis en prime, avec les changements climatiques, les 2 années de pluie que je viens de voir, là, il ne reste pas grand-chose à la fin de l'année. Subvention, parce que sinon, ça n'arrive pas. Et le Québec, pourtant, dispose de tout ce qu'il faut. Puis là, j'ai mentionné aux conférenciers, aux courtiers, parce que c'est un peu sa job d'établir le prix du grain, puis les transactions, etc. Là, je ne prenais pas ça personnel, mais comment vous réagiriez si je vous disais, ah, j'ai trouvé un courtier, il vient du Pakistan et il ferait votre job pour 5 000 $ par année. Ben, pourquoi je ne ferais pas affaire avec lui? Comment réagirait le policier si on disait, ouais, 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 il y a un policier qui vient du Venezuela, hey, il est prêt à faire la job, à donner des tickets pour 6 000 $ par année. Ben, pourquoi on ne le prend pas à la pièce du policier ici? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça à un enseignant? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça à un médecin? Hey, j'ai trouvé un médecin, là, il vient d'Indonésie, puis il peut faire la job pour 8 000 $ par année au lieu de gagner 400 000. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas ça dans tous les secteurs de l'économie, mais que nous autres, en tant qu'agriculteurs, on est placés en concurrence directe avec le plus bas soumissionnaire à l'échelle planétaire? Fait que selon la bonne humeur du courtier, il dit, oui, mais là, le Brésil a une bonne récolte, fait que je suis capable d'avoir du soya à tel prix la tonne. Ben, ton prix du soya, ça va être dans la tonne cette année. Oui, mais c'est parce que mes coûts de production sont supérieurs à ça. Comment je fais pour arriver? OK? Fait on n'accepte pas ça pour tous les secteurs de l'économie.
Moi, j'aimerais ça payer un notaire 15 la transaction au lieu de payer 800 pièces. Hein? Non, ça ne vous tenterait pas. En tout cas, je dis ça de même. Et je reviens à la question. L'UPA actuellement est en situation de monopole. Donc, ils ont tous les outils en main. Ils contrôlent les plans conjoints. Les plans conjoints, là, c'est le chèque en blanc pour gérer la production, les quotas dans le lait, le poulet, les œufs. Ils contrôlent la gestion de l'offre. Il y en a question aux chambres des communes de ce temps-ci, la gestion de l'offre avec les accords internationaux. Donc, on le fait déjà. Ils contrôlent les frontières. Ils peuvent dire, il n'y a pas de lait qui va rentrer ici sur le territoire, à moins d'avoir une taxe de 300 ou des affaires comme ça. Il n'y a pas de poulet qui peut rentrer sur le territoire en bas de tel prix. Ils ont évalué les coûts de production, puis c'est tout, la concurrence peut venir, mais pas en bas de tel tarif. Fait qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils contrôlent la régie marché agricole. Ils sont tout seuls. Ils contrôlent le MAPAC. Ils ont plus d'employés que le ministère de l'Agriculture. Donc, ils ont tout ce qu'il faut pour mettre les grands distributeurs à genoux. Ils ont toute la mécanique en main. Ils pourraient dire à l'Obla, à Walmart, regarde, vous voulez avoir des céréales du Québec, vous voulez avoir de l'orge puis de l'avoine, ben ça va être 800 pièces la tonne, puis ça ne sera pas 300 pièces la tonne. Et l'Obla n'aurait pas d'autre solution que de dire, ben écoutez, ou bien on achète à vos conditions, ou bien on ne vendra pas d'avoine ici sur le territoire du Québec. On sait vraiment qu'un distributeur va renoncer à une part de marché dans une société comme le Québec. Non, il s'ajusterait, puis il paierait le prix tout simplement. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce que l'UPA ne réagit pas. Bien, la réponse est assez simple. C'est parce que l'UPA souffre d'une crise aiguë de schizophrénie et veulent continuer à exporter à prix de dumping subventionné du porc à l'étranger ou le blé de Saskatchewan dans le cas d'une autre province. Fait qu'on mise sur l'exportation à bas prix de denrées. Fait que c'est difficile après ça de dire, ben oui, mais quand ça va revenir, on aimerait que ce soit tel prix. Fait que ça ne répond pas à toute la question. Donc, on fait quoi? Mais moi, je vois l'action de 3 façons. Ce qu'on peut faire en production soi-même, individuelle, ça, c'est toujours le meilleur. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous habitez à Montréal, ce n'est pas toujours facile d'avoir un grand jardin, des chèvres, des moutons, des lapins, des poules, etc. Bon, la plupart des villes, de toute façon, interdisent ce genre d'élevage-là. La deuxième façon, c'est d'avoir accès à un fermier directement, d'aller y acheter directement sa production. Bon, ce n'est pas toujours simple non plus. Mais ça ne remplace pas l'action, la nécessité de l'action politique. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change en haut. Si présentement, je n'arrive pas à abattre mes animaux parce qu'il n'y a pas d'abattoir, ben, c'est parce qu'il y a des décisions politiques qui ont été prises. Si je suis dans un système en concurrence avec le plus bas soumissionnaire sur la planète, c'est une décision politique. Donc, tant qu'on n'aura pas cette action-là, ça va être difficile. Mais ça, c'est mon opinion encore. Merci. Juste pour rebondir sur les enjeux liés au changement climatique, à l'échelle internationale, c'est catastrophique. Je veux dire, là, on s'enligne vers des changements majeurs. Puis, on n'a jamais autant émis d'équivalent GES que ces dernières années. Et ça va bouleverser en fait, tout le système alimentaire international, qui est déjà partiellement effondré, hein, parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui souffrent de la faim, concrètement. Puis on peut penser aux personnes à Gaza, par exemple, qui sont en train d'être en situation de famine. Donc l'enjeu, vraiment, et c'est un mythe qu'on entend souvent, c'est « Ah oui, mais on a besoin de ces technologies, on a besoin de cette agriculture industrielle pour nourrir la population. » Mais en fait, c'est faux, parce que déjà aujourd'hui, on n'y arrive pas. Puis on l'a vu, il y a d'autres solutions qui seraient beaucoup plus à notre portée. Donc les changements climatiques vont bouleverser notre capacité d'alimentation, et ça va être de pire en pire, vont multiplier les flux migratoires, parce que à cause des choix des pays industrialisés, hein, donc les pays, on va dire, non industrialisés subissent les conséquences des émissions de gaz à effet de serre, qui fait un cercle vicieux et qui pousse des gens à partir juste pour survivre et venir travailler, notamment au Québec, dans des conditions où les Québécois n'accepteraient pas. Puis souvent, par exemple, dans le cas des pesticides, les travailleurs étrangers temporaires sont les plus exposés aux pesticides, mais dans tous les cas, dès qu'ils sont malades, ils ne reviennent pas. Donc, on exporte le problème également, en tout cas, on se cache les yeux des problèmes de santé qu'on crée directement sur partie des travailleurs agricoles. Mais tout ça pour dire qu'il va y avoir des problèmes majeurs de changement climatique à travers le monde, au Québec aussi, parce que le Québec se réchauffe plus vite que le reste du monde.
ça va créer des bouleversements et une instabilité climatique qui va renforcer la vulnérabilité, entraîner des pertes de rendement, des pertes de culture. Je veux dire, dans l'état actuel de la santé économique, je pense que Maxime l'a bien montré, des fermes, on va devoir investir massivement si on veut encore avoir voilà, des agriculteurs, agricultrices dans le futur. Donc, on doit diriger cet argent vers une transition. Donc, moi, je dis, l'enjeu, il est là, c'est comment on va être capable d'évoluer et faire changer le modèle en même temps. Parce qu'on ne va pas pouvoir maintenir le statu quo. Ça, c'est déjà hors de question, en fait. Ça ne marchera pas. On va être confronté à de plus en plus de crises qui vont faire en sorte que c'est soit on laisse tout, enfin, on fait une faillite généralisée, puis on ne fait plus rien, soit on oriente et on fait des choix collectifs qui vont orienter les choses différemment. Donc, comment on peut avoir une capacité de mobilisation pour justement changer cette évolution-là, changer notre système alimentaire et notre système agricole. Donc voilà, c'est tout un défi, mais il y a beaucoup de choses à penser. Merci beaucoup à tous les deux. Louise, tu voulais rajouter autre chose? Sinon, on a une autre question. Et oui, on avait quelques questions en ligne, si jamais vous avez le temps. On avait ici, quel exemple est à suivre? Quelle ville, quel quartier, pays sont exemplaires ou presque? Je voulais juste répondre brièvement à la Pardon, question, allez-y. puis après ça, on passera à l'autre. Pas de Mais problème. je voulais juste dire, oui, c'est important que de travailler dans l'objectif global face à la lutte au changement climatique, parce que les enjeux agricoles en font partie. C'est vraiment, il faut décloisonner les luttes, il faut rejoindre les groupes sociaux où qu'ils soient, et puis c'est vraiment lié. On voit présentement, moi, ça me fait penser à la stratégie de choc dont parle Mélanie Klein. Quand il y a un désastre, un raz-de-marée, ben, finalement, les 1% les plus riches embarquent pour récupérer toutes les affaires. Tu sais, ils se servent d'un choc pour prendre le dessus. Et puis, pourquoi est-ce que ça doit aller si vite présentement dans le développement de ces technologies-là, la robotisation et puis tout ça? Puis c'est la même chose qu'on vit en énergie présentement avec l'implantation des éoliennes de façon anarchique. Les décisions qui sont prises sans consultation parce qu'il faut toujours aller vite. Donc, on est dans une stratégie de choc où la crise climatique permet finalement de laisser tomber les garde-fous qu'on avait en matière de sécurité, d'environnement, de droit, de démocratie, tout ça. Donc, il ne faut pas être dupe et puis il faut déconstruire le langage de dire que c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'alternative. C'est pas vrai que moi, je me suis fait dire par un des élus de la MRC où doit se développer la zone AgTech, si on ne fait pas ça, on revient à la préhistoire. C'est faux. C'est le contraire. On le sait, les meilleures pratiques qui permettent de continuer à garder des sols vivants, empêcher les sols de partir au vent, et c'est absolument pas les monocultures industrielles. Donc, il faut déconstruire le message et puis être conscient qu'il y a des stratégies pour faire peur, finalement. C'est des discours de peur. Donc, c'est ce que je voulais dire. Oui. Oui, la question était, est-ce qu'il y a des endroits, des cités, des villes, quoi que ce soit, qui ont des modèles intéressants? Bon, évidemment, je ne peux pas faire une analyse complète de cette question-là à l'échelle planétaire. Je vais parler de mon expérience personnelle. J'ai quand même habité 4 ans en Allemagne, travaillé sur des fermes là-bas. J'ai organisé un voyage sur les circuits courts en Suisse et en France pour le mandat du ministre de l'Agriculture. Et ce que j'ai constaté, les entreprises qui vivent bien en agriculture, là, je ne parle pas juste des fermes, donc les entreprises même de grand format, Saputo, Nestlé. Pourquoi ils font leur fric, Walmart et compagnie? Parce qu'ils font de la transformation et de la mise en marché des produits agricoles. Ça, c'est la partie payante. La partie pas payante, c'est de livrer des denrées au prix de gros. Hein? De vendre l'avoine à 350 $ la tonne, alors que le prix de détail en flocons à l'épicerie est de 5 000 $ la tonne, ben, il y a quelqu'un entre les deux qui fait pas mal plus d'argent que moi avec mon avoine. On m'a demandé l'an dernier si j'étais intéressé à produire du chanvre industriel.
Bon, on m'offrait 1 100 pièces la tonne. Puis c'est parce que le prix de détail pour la même chambre n'a pas été transformé, il est juste mis dans des petits sacs, là. Le prix de détail chez Walmart, c'est 50 000 la tonne. Fait qu'entre 1100 pièces la tonne pour moi qui assume tous les risques et 50 000 pièces la tonne pour le détail. OK. Donc, la partie intéressante, c'est la transformation. Et ce que j'ai vécu en Suisse puis en Allemagne à l'époque, puis même en France aussi, c'est que la plupart des fermes vivaient un peu sur 2 paliers. Donc, il y a une partie de leur production qui est un peu comme on le fait ici, base commerciale, volume de production. La ferme va avoir, je ne sais pas moi, 150 bovins de boucherie. Et à côté de ça, ben, ils ont un élevage de 500 poulets, ils ont 50 lapins, etc. Et ils font également de la vente directe ou ils participent à l'intérieur d'une coopérative pour la transformation, la mise en marché de leurs produits. L'Allemagne, je ne vous cacherai pas que les Allemands mangent beaucoup de viande de porc. Okay? Pour l'avoir vécu pendant 4 ans, là, le boudin il est au déjeuner. C'est le cauchemar d'un musulman, l'Allemagne. Je vous dis tout de suite, là, ils mangent du porc tout le temps. Ils en mettent, je pense, dans la crème glacée. Là, j'exagère. Et pourtant, toute leur structure de production porcine, essentiellement basée sur des petites entreprises de 60 cochons, 100 cochons. Le modèle québécois, c'est 2500 cochons. Et ici, on nous dit, ah, si vous n'avez pas 2500 cochons, ce n'est pas possible d'en vivre. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez un cochon, si vous êtes un ouvrier intégré qui travaille pour une entreprise de grand volume, ben, il va vous payer quelque chose comme 28 le cochon. Si vous élevez votre cochon puis vous vous occupez de la mise en marché, de la transformation puis de la vente au détail, ben, votre cochon, il peut vous rapporter 1500 pièces. Okay? Fait qu'entre 28 pièces le cochon puis 1500 le cochon, ben, ça change le nombre de cochons qu'on peut avoir. Sauf que les programmes de subvention agricole du Québec sont valables uniquement à partir de 300 cochons. Fait que moi qui en ai élevé pendant une douzaine d'années, il y en avait juste une vingtaine. Fait que moi, je n'avais pas droit aux subventions. Mais celui qui en a 5000, lui, il a droit aux subventions. Fait qu'il y avait un minimum de 300. C'est beaucoup 300 cochons. Imaginez-vous votre terrain avec 300 cochons. Là. Alors, regardez pas comment la pelouse va être labourée. Donc, ce qu'il faut permettre, ou les pays, je reviens à la question, les pays où il est possible de vivre plus décemment d'une agriculture, c'est les pays qui permettent une diversification et qui permettent la transformation à la ferme, qui permettent l'abattage à la ferme. Je mentionnais brièvement l'histoire de l'abattage. Il n'y a pas 50 abattoirs au Québec. C'est hallucinant. Il y en avait 400 dans les années 70. La Suisse, qui a le même territoire que nous autres, à peu près la même surface, et à peu près la même population, il y en a 800 abattoirs. L'Allemagne en a 4100. Et en plus, ils ont le droit d'abattre à la ferme. Fait que d'avoir le droit de vendre, d'abattre et de commercialiser des animaux à la ferme ou des produits, ça change la donne complètement. Dominique Lamontagne a documenté les étapes légales à franchir au Québec pour faire un pâté de poulet. Donc, d'élever du poulet, de le transformer à la ferme, de mettre une pâte croûtée par-dessus puis de la vendre, là, il faut franchir 14 lois. Vous avez à franchir la loi sur le territoire agricole, la CPTEQ, avoir le droit de produire, ça vous prend un plan conjoint, ça vous prend un quota, ça vous prend ci, ça vous prend ça. 14 lois. Bon, pour le fun, pour m'amuser, j'ai regardé, il y a combien de lois à franchir pour faire de l'uranium enrichi au Québec? 7. Bon, je suis d'accord que je coupe un peu les coins ronds, mais c'est juste donner une illustration à quel point notre système est devenu absurde. Fait que les pays qui s'en tirent le mieux, c'est ceux qui permettent la transformation, la mise en marché de leurs produits. Moi, je voudrais juste rajouter par rapport à ça que, en fait, à peu près un peu plus d'un tiers de la production agricole mondiale est fournie par des petites exploitations. Donc, je pense qu'ils utilisent moins de 25% d'ailleurs des terres agricoles. Donc, je pense que l'enjeu et la valorisation, c'est justement les pays qui font la part aux petites exploitations et qui sont moins industrialisés parce que c'est là où il y a le plus de solutions. Et c'est pas forcément le pays où il y a le plus de parts de marché en production biologique parce que voilà, un cahier des charges bio n'est pas forcément accessible à des petits paysans du Sud, par exemple. Mais après, dans les pays, on va dire, industrialisés, il y a des pays en Europe qui sont quand même assez avancés. Où, de mémoire, là, je pense que c'est l'Autriche, par exemple, qui a 17% de sa surface qui est en biologique, etc. Donc, il y a des pays qui sont quand même actifs et qui font vraiment un effort significatif pour développer et encourager la transition vers le bio. Au Canada, le Québec fait vraiment pas partie des pires. Donc,
enfin, heureusement, malheureusement, là, je ne sais pas comment on regarde ça, mais il y a quand même des choses intéressantes qui sont au Québec, mais vraiment pas suffisamment par rapport à ce qui devrait être fait. Puis au niveau municipal, ben, la ville de Montréal a quand même été un exemple, puis enfin, les villes aussi de la communauté métropolitaine de Montréal, parce que il y en a beaucoup, et la majorité en fait ont interdit les pesticides. Puis la ville de Montréal a innové parce qu'elle a interdit aussi l'utilisation, par exemple, de pesticides sur toute le territoire de la ville. Donc aujourd'hui, il y a vraiment puis la distribution et la vente, parce que malheureusement, c'est autorisé dans beaucoup de villes qui interdisent l'utilisation. Donc voilà, à Montréal, il y a vraiment eu un rôle de pionnier légal, on va dire, parce que bon, les surfaces agricoles sur le territoire de la ville de Montréal sont très restreintes. Mais maintenant, il y a un combat à mener sur toutes les municipalités au Québec pour dire, ben, voilà, il y a un outil légal qui fait en sorte que les municipalités peuvent restreindre l'utilisation de pesticides, restreindre l'usage et la vente aussi. Et il est à saisir, et il est encore trop peu saisi. D'ailleurs, CropLife, qui est le lobby des pesticides au Canada et aux États-Unis, a envoyé une lettre menaçante à Valérie Plante, ce qui est assez ironique. Bon, bref, ironique si on préfère en rigoler, justement en lui disant qu'elle n'avait rien compris à l'enjeu des pesticides. Bref. Donc voilà, c'est quelques exemples, mais je dirais effectivement, moins l'agriculture est industrialisée, plus elle va être résiliente et inspirante. Merci beaucoup. On avait une autre question, je pense. Oui, on avait ici, qui sont les parties prenantes à mobiliser pour réussir? Les parties prenantes, les preneurs pour les parties prenantes. Oui, en tout cas, j'espère que Équiterre, les gens d'Équiterre ont entendu notre message. Je pense que c'est ça, toutes les organisations civiles, euh, il faut que l'enjeu devienne un enjeu aussi important que la transition dans les transports. Donc, les organisations communautaires, les groupes militants différents, il y a de plus en plus, par exemple, le Front commun pour la transition énergétique, il y a de plus en plus des collectifs, des regroupements, des coalitions qui se forment. Puis l'enjeu agricole doit faire partie des enjeux. On a entendu parler beaucoup de la zone d'innovation batterie au Québec. On a beaucoup entendu parler de l'hydrogène vert. Est-ce que vous avez entendu parler de la zone AgTech? Pourquoi? Pourtant, l'agriculture, c'est vraiment au centre. Donc, il faut que ça devienne tout simplement intégré au discours de tous les groupes qui travaillent pour la transition, la transformation. Voulez-vous une anecdote? Mise en marché local, de proximité, quels sont les intervenants qu'il faut motiver, etc. Mise en marché du poulet. Okay? Il y a un système de quotas au Canada, donc au Québec, et qui disait que vous avez le droit en tant que fermier de produire 99 poulets par année, pas un de plus, pas 100, 99. Si vous dépassez 99, vous êtes passible de poursuivre et vous allez vous faire poursuivre. Ce n'est pas peut-être, c'est certain. Ils contrôlent les factures de moulées, les ventes de poussins, etc. Et je suis allé plaider personnellement au nom de l'Union paysanne devant la Régie des marchés agricoles il y a quelques années, je pense que ça remonte à 2019, okay, pour demander que le hors-quota soit élevé. Parce que la loi sur la mise en marché des produits agricoles au Québec dit très clairement un plan conjoint, donc toute l'histoire des quotas, des réglementations, etc., ne s'applique pas aux ventes directes aux consommateurs. Ça, c'est la loi. Selon la loi, je peux produire du lait, venir vous le vendre directement. Selon la loi, je peux élever du poulet, je peux en élever 400, puis vendre ça à 400 personnes. Selon la loi, j'aurai le droit de produire du lapin et de vous vendre le lapin. Il y a un quota dans le lapin, soit dit en passant, depuis 2005. Donc, ça, c'est la loi. Comment ça se fait que la loi n'est pas appliquée? Comment ça se fait que vous n'avez pas le droit de vendre du lait? Allez pas voir un fermier et demander d'y acheter 2 litres de lait. Là. Il va vous regarder. Si tu as un inspecteur pas loin, il va se faire saisir. Là. Ça va coûter une beurrée, sans faire de jeu de mots. Okay? Et comment ça se fait que la loi n'est pas appliquée? Fait que là, je suis allé plaider devant la Régie des marchés agricoles pour demander que la loi soit appliquée. C'est quand même spécial. Okay?
Et la Régie des marchés agricoles dit, ben, on va demander de la permission à l'UPA. Et les avocats de l'UPA, ils étaient 7. On dit non, 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 vous n'allez pas changer ça. Là. OK? Ah oui, mais c'est la loi. Non. Fait que là, la Régie a accepté de permettre aux agriculteurs, à ma demande, de vendre 300 poulets par année. Beaucoup de 300 poulets par année pour faire vivre une ferme. Okay? C'est minuscule, ce n'est pas suffisant. Juste l'équipement que ça vous prend, les abreuvoirs, la moulée, etc., vous ne ferez pas d'argent avec ça. Là. Okay? Ça peut être le fun, mais vous ne vivrez pas avec ça. Comment ça se fait que la Régie des marchés agricoles refuse d'appliquer la loi qui l'encadre? C'est par la pression de l'UPA, qui est le seul interlocuteur. La question, quels sont les organismes ou les organisations qui doivent changer leur façon? Ben, le monopole de l'UPA est au cœur du problème. L'UPA bloque la mise en marché directe de produits agricoles en plein contexte où on voudrait avoir de la souveraineté alimentaire. Il n'y a rien de plus payant pour un agriculteur que d'avoir le droit d'élever du poulet, de la battre à la ferme, de vendre directement. Et là, c'est sa propre organisation agricole qui lui empêche de faire ça. Tant qu'on n'aura pas changé cette situation-là, ça va être difficile de faire progresser les choses. On peut demander à plein d'organismes autour, mais le cœur de la bête, l'éléphant dans la pièce, c'est le monopole de l'UPA qui fait en sorte que des accords internationaux qui permettent l'entrée de milliers de tonnes de fromage étrangers ici, l'exportation du porc subventionné, etc. Hein, il y a un modèle mis en place et le modèle, il reste en place parce qu'il n'y a qu'un seul intervenant auprès des autorités, que ce soit le MAPAC, la Régie des marchés agricoles, la CPTAQ, etc., etc. Ouais, juste sur les parties prenantes, moi je pense qu'on a fait la démonstration qu'il faut arrêter de surresponsabiliser les consommateurs. Donc arrêter de dire ah ben c'est le consommateur a le choix d'orienter le système alimentaire, puis s'il fait le bon choix parce qu'il aura reçu la bonne publicité au bon moment, tout ira mieux. Il faut arrêter de cette logique-là. C'est un scandale. Il faut arrêter de surresponsabiliser les agriculteurs et agricultrices parce qu'aujourd'hui, ils sont sous l'eau. Et oui, ils ont un levier, ils sont importants à mobiliser, évidemment, mais ils ont besoin d'aide, on va dire ça comme ça. Et ils vont pas, ça ne va pas se changer tout seul parce qu'aujourd'hui, ils sont dans des situations de dépendance vis-à-vis de l'industrie, vis-à-vis du gouvernement, puis il y a besoin d'aide externe, on va dire. Et donc voilà, c'est nos gouvernements qu'il faut mobiliser et toutes les organisations et toute la société civile qui va être capable d'agir auprès du gouvernement du Québec et auprès du gouvernement du Canada qui ont tous les deux un rôle énorme dans la situation et finalement se saisir de nos outils collectifs pour réglementer, inciter et changer ce modèle. Merci. On aurait peut-être le temps pour une dernière question. Bon, j'ai la pression d'avoir une bonne question. Ma question, c'était par rapport à ce que vous avez dit tantôt à propos de l'UPA, qui est l'Union des producteurs agricoles. Mais là, à vous écouter, c'était comme ah, mais l'UPA, c'est comme s'ils se tirent dans le pied. On empêche les producteurs de faire les choses qui seraient payantes. Et donc, mais comme qui décide ça? Si c'est l'Union des producteurs agricoles et les producteurs agricoles décident ensemble, non, on ne va pas faire ça, puis on va se tirer dans le pied, je ne comprends pas. C'est comme, pourquoi? Qu'est-ce qui empêche? Pourquoi c'est bloqué? Bon, une question de fric, mais c'est un peu court comme réponse. L'UPA, qui théoriquement s'affirme syndicat, mais ce n'est pas un syndicat. C'est une association. Un syndicat, c'est un regroupement d'employés. Les fermiers, ce ne sont pas des employés, ce sont des patrons. D'accord? Donc, déjà au départ, le terme de syndicat ne devrait pas s'appliquer à la question agricole au Québec. Il y a déjà des formations. Il se targue d'utiliser la formule RANT. La formule RANT, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est au niveau d'une entreprise. Si la majorité des employés d'une entreprise décident de s'affilier à une centrale syndicale, ils peuvent le faire ou pas du tout, ou etc. Donc, il peut y avoir un vote à différentes occasions. Est-ce que vous êtes rattaché à la CSN, la CSQ, ou à rien du tout? Dans le cas des agriculteurs, il n'y a jamais eu de vote. Il
il n'y a aucun dispositif. Le Code du travail ne prévoit même pas un mode de vote pour rediscuter de la chose. C'est comme si c'était la voix de Dieu et on vivra ensemble avec ça ad vitam aeternam et amen. Bon. Et donc, l'UPA est en situation de conflit d'intérêts structurel. Le rôle d'un soi-disant syndicat est de viser le bien-être de ses membres, donc d'améliorer leur situation financière, etc. L'UPA est en même temps devenu le patron de la mise en marché. 85 de la mise en marché des produits agricoles du Québec passe par une des succursales de l'UPA. Sirop d'érable, vous ne vendez pas votre sirop. Votre sirop, il est saisi par la fédération qui le revend et détermine le prix qu'il va vous payer ensuite. Le lait, même chose. L'agriculteur ne vend pas son lait. Son lait est saisi par sa fédération qui établit le montant qu'il va avoir, etc. Donc, fait que, et là, chaque fois qu'il y a un litre de lait vendu, il y a une cote qui est payée à l'UPA. Donc, l'UPA est devenu en même temps le patron de la mise en marché. Il y a un petit peu un conflit entre le rôle syndical et le rôle de patron. Bon. Et en prime, ils ont une influence absolument démesurée face au juge, qui est la Régie des marchés agricoles. La Régie des marchés agricoles refuse d'entendre quelqu'un qui n'est pas membre de l'UPA. Quand j'ai plaidé pour augmenter leur quota à 300 poulets, à l'époque, je n'étais pas membre de l'UPA. Je ne payais pas ma cotisation à l'UPA parce que les fédérations ont dit non, non, M. Laplante, il n'a pas le droit d'intervenir parce qu'on représente tous les fermiers. Donc, on vous demande à la régie de ne pas entendre M. Laplante. Je dis, oui, un instant, je n'ai pas payé ma cotisation, donc je ne suis pas membre. Fait que, donc, vous ne me représentez pas. Et là, les régisseurs sont sortis pendant 1 heure et demie de temps pour débattre, est-ce qu'ils vont m'entendre ou pas? OK? Spécial. D'accord? Donc, je me bats contre mon association. Maintenant, je paye mes cotisations. Je ne suis pas plus membre, mais il faut que je paye mes cotisations. Et donc, l'UPA, à la fois délégué syndical peut-être, patron de mise en marché, adjoint du juge par le contrôle de la Régie marché agricole et contrôle également la financière agricole qui est la banque qui prête de l'argent, qui paye les programmes, etc. Donc, l'UPA est à la fois délégué syndical, patron, juge et banquier. Vous n'êtes pas content, vous plaignez où? Ça, c'est pas moi qui le dis, mais moi, ce que je dis dans des termes plus politically correct, c'est un cartel. C'est une association de cartels. Et le cartel peut avoir une connotation mafia parfois, mais un cartel, la définition claire d'un cartel, c'est une association d'une minorité de personnes qui prennent la totalité d'un marché en otage et en contrôle. Donc, les fédérations de l'UPA, ce sont des cartels. Et c'est très clair. Et je maintiens, je prouve l'affirmation. Des gens qui produisent du lapin, des vrais producteurs de lapin, je pense qu'il en reste 11. Mais les 11 déterminent quelles sont les règles du marché pour le prix du lapin, de la mise en marché pour la totalité de toute la population du Québec. Les producteurs de poulets, ils sont 108. Fait qu'il y a 108, peut-être qu'il y en a 104 entre-temps, là, en tout cas, nous laissons faire les détails. Donc, ces 104-là déterminent le prix de vente du poulet, les volumes de vente, etc., pour la totalité de tout le monde. Fait que si vous décidez d'avoir 25 poulets pour nourrir votre famille, vos amis, etc., bon, à l'intérieur du hors-quota autorisé, 25, vous avez le droit, d'accord? Mais vous êtes quand même régi par le plan conjoint qui a été mis en place par les 104. Et dans le cas du lait, bien, ces gens-là sont en conflit d'intérêts aussi parce qu'ils détiennent des quotas de production et c'est eux-mêmes qui décident s'il va y avoir de nouveaux joueurs qui vont embarquer dans le décor. C'est comme si on disait à Walmart, êtes-vous d'accord pour donner une part de marché à Métro? D'après vous, quelle serait la réponse? Ça vous donne un peu une idée du système tordu dans lequel on se trouve? J'espère répondre à la question. Et la partie payante pour les PA, les cotisations des membres, bon, c'est des broutilles, une dizaine de millions. La cote sur la mise en marché des produits, ah, ça, c'est payant. Et moins vous avez de joueurs, plus c'est simple à gérer. Vous limitez les frais de transport, vous limitez les démarches pour courir après les chèques, etc. Il y a un conflit d'intérêts structurel.
Merci beaucoup pour cette réponse limpide. Je pense on a terminé avec le temps qu'on avait. Donc, je voudrais encore remercier nos 3 panélistes pour ces très belles interventions.